Hop là. OK. Ah, je suis sur OK. Ah, il faut que... Tac. T'inquiète, parfait. De Donc, quoi? non, mais parfait. Bah, du coup, génial. Euh, donc là, je fais une petite présentation rapide, du coup, pour expliquer. Donc, le but, c'est que nous, on puisse... bah, ce qu'on en revenait à discuter juste maintenant, tu vois, c'est d'expliquer tout simplement un petit peu à nous, si on avait commencé, quel intérêt il y aurait à travailler en force, à progresser en Mhm. force, pourquoi le faire, et on va essayer de le définir. Mais déjà, du coup, pour que rapidement on puisse savoir qui tu es, du coup, si c'est possible que tu te présentes un petit peu rapidement ton parcours et tout, et voilà quoi. Avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Maxime Sourbette. Ça fait longtemps que je m'entraîne. Ça doit faire quelque chose comme 13 ans. Puisque là, je vais sur mes 31 ans en fin d'année. Ça passe vite. Et j'ai commencé à m'entraîner ouais, aux alentours de mes 17, 18 ans. Dans une optique vraiment très orientée bodybuilding à la base. Alors, l'objectif, c'était de faire de la compétition un peu plus tard. Chose que j'ai fait, mais vraiment de manière totalement isolée, parce que j'ai fait Musclemania en men's physique en 2016, donc après quand même quelques années d'entraînement. J'étais déjà coach à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. C'était Je en pense. 2016? Attends, je réfléchis. Faut que je me souvienne. Non, alors non, j'étais pas encore coach. Non, non, j'étais pas encore coach. Mais j'étais en formation. J'étais en formation. J'avais déjà commencé ma formation d'été. Ah, Et pas donc je suis devenu pratiquement coach. 10 ans. Ouais, c'est ça. Et je suis devenu coach donc un petit peu après ça. J'ai fait cette compétition en body et très peu de temps après, je me suis quand même désintéressé pas mal de l'aspect compétitif du body. De toute façon, j'étais pas particulièrement compétitif, mais disons que ça, c'était une expérience, une première expérience que je voulais. Ok. Et je me suis orienté vers la force avec le président de la fédération de la WPC Ok. qui s'entraîne dans ma salle à Dax et qui du coup m'a un peu initié à la force. Et C'est quoi exactement ouais. la WPC? Alors Je en connais fait pas. en France il y a plusieurs structures parce qu'il n'y a qu'une seule en fait fédération, c'est la FF Force, mais il y a plusieurs organisations qui sont des associations la plupart du temps, si je dis pas de bêtises. Et la WPC en fait partie. Et en fait, tu peux concourir si tu es adhérent dans cette association. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il y avait donc, je crois que c'était en 2018 donc les WPC France qui étaient organisés dans la ville de Dax, là où je m'entraînais. Ok. Et donc il m'a proposé, voilà, il m'a dit, t'as un bon squat et tout, c'est cool, ça t'intéresserait pas de faire de la force. Et disons que quand je m'entraînais, même pour du body, j'ai toujours aimé faire des gros mouvements, des rowing, des squats. Alors du coup, je suis un peu moins, mais c'est venu après, de l'overhead press, sur lequel j'aimais bien maxer, essayer d'être fort dessus. Et du coup, on va dire que ce que je connaissais de la FA, ça me plaisait. Je connaissais pas grand-chose, mais ça me plaisait déjà. Et du coup, je me suis préparé un peu tout seul pour cette compétition. Euh, j'ai sorti un 210 au squat, si je dis pas de bêtises. Pour ta première compétition, du coup? Ouais, Ok. mais j'ai bugué au bench. J'ai complètement raté toutes mes barres, mes openers étaient trop lourds. C'était pas énorme en plus, c'était 120. Sauf que j'étais pas capable de faire 120 à la claque à ce moment-là et je m'étais persuadé du contraire et j'ai ouvert beaucoup trop. Enfin, j'avais aucune expérience dessus. Euh, mais ça m'a plu quand même beaucoup plus que la compétition en body. Ok. L'ambiance, le côté, c'était très différent. La préparation n'était pas aussi, je pense, exigeante pour le corps. Parce que c'est vrai qu'en body, il y a tout cet aspect où bah, tu dois te conditionner et c'est vraiment compliqué. Euh, ouais, vraiment très différent. Et ça m'a donné envie de me renseigner beaucoup sur le sujet. Et en fait, depuis, j'ai jamais lâché. Et bon, maintenant, je suis en FF Force, mais du coup, bah, je me suis vraiment, même en termes de coaching, avant, j'étais beaucoup plus généraliste et c'est vrai, orienté un petit peu plus dans cet aspect body, mais pas nécessairement compétitif, vraiment développement musculaire et conditionnement physique. Et aujourd'hui, bah, je me suis vraiment spécialisé dans la FA parce que bah, c'est ce qui me plaît le plus dans le domaine de l'entraînement en général. Ça veut pas dire que je m'intéresse pas au reste, mais vraiment d'un point de vue de préparation d'athlète, c'est ce qui m'intéresse le plus, on va dire, aujourd'hui. Du coup, tu as commencé en fait à te tourner vers la force parce que Ouais.
préparé à des compétitions de bodybuilding et lorsque tu as réalisé des mouvements, tu avais le sentiment que tu avais envie de devenir plus fort une fois que tu avais fini un petit peu cet arc de bodybuilding ou pas exactement? Non, en fait, c'est parce que déjà, même quand je faisais du body, quand j'ai commencé à m'entraîner vraiment en musculation de manière générale, j'étais beaucoup sur les forums, notamment Superphysique. Je sais pas si ça parlera à beaucoup de gens qui regarderont pendant la vidéo, avec Forum de Rudy Rudy Koya. Koya. Comment? Ouais, c'était ça, c'était le forum de Rudy Koya. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'étais inscrit dessus et j'étais assez actif. En fait, c'était à l'époque, faut dire, c'était un peu une manière de partager des infos et surtout bah, son training log, qu'est-ce qu'on avait fait à l'entraînement, les charges, tout ça. Des fois des vidéos, mais c'était quand même beaucoup plus rare. C'était surtout c'était une autre époque, hein, mais on partageait ce qu'on avait fait, en gros. Et il y avait un échange entre les personnes qui du coup, pratiquaient aussi. Et c'est vrai que c'était bah, la musculation de manière générale était un peu plus marginale qu'aujourd'hui, enfin était clairement plus marginale qu'aujourd'hui. Et du coup, il n'y avait pas forcément autant d'échanges possibles dans la réalité. Et donc, c'était un outil qui était assez intéressant et on rencontrait des gens comme ça par ce biais-là. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que déjà de base, il y avait vraiment cet aspect surcharge progressive qui était très mis en avant, qui n'était pas forcément aussi populaire qu'aujourd'hui, mais sur lequel, ben, du coup, tu avais une base où tu essayais de progresser en cycle de progression sur des mouvements en particulier. Et moi, en l'occurrence, c'est vrai que j'aimais beaucoup faire des mouvements polyarticulaires assez lourds sur lesquels tu pouvais ben, vraiment avoir une progression qui était comment dire, euh, disons que progresser sur un rowing bar, tu vois, c'est tout de suite quelque chose de plus facile à mettre en place que de progresser sur un exercice d'isolation qui va être dépendant de ta machine, qui va être dépendant de la prise que tu vas prendre, qui va être dépendant de beaucoup plus de paramètres. Alors qu'un rowing bar, tu prends ta barre, tu fais ton rowing, éventuellement tu peux un peu le tricher si tu changes un peu certains paramètres. Mais voilà, il y a quand même une base qui n'est pas une base compétitive, mais où il y a un petit peu des règles, tu vois. Ton Ouais. buste, il faut qu'il soit à 45 ou à 90 degrés selon ce que tu fais. Et ta prise, c'est une prise pronation. Et à partir du moment où ta barre, elle vient toucher bah, un endroit de ton corps qui est prédéfini en avance, ton mouvement, tu l'as réalisé. Et c'est ça qui me plaisait, tu vois. Il y avait une petite codification et j'essayais de progresser à partir de cette codification. Chose que tu retrouves en FA, en fait, parce que tu as des règles qui peuvent être différentes même selon les fédérations, mais tu dois progresser avec cette base-là. Tu peux l'optimiser, plus ou moins, mais l'objectif, ça reste quand même de devenir fort. C'est pas juste j'optimise à fond et j'essaye de limiter l'amplitude, de faire en sorte que le mouvement il soit le plus à flirter avec les règles de la compétition. C'est pas forcément ce que je recherchais. Ce que je recherchais quand même, c'était d'être plus fort. Voilà. Et du coup, quand j'ai fait cette compétition en body, je me suis aussi rendu compte que tout ce pourquoi je m'entraînais, tout ce pourquoi j'aimais l'entraînement, c'était pas de monter sur scène. Je m'en foutais de monter sur scène, en fait. J'étais content d'avoir un physique correct, tu vois, sec et tout, c'est cool, mais c'est pas durable. Et en plus de ça, c'est pas ça qui m'a rendu heureux. Ce qui m'a rendu heureux, c'était le processus. Et en fait, le processus était beaucoup plus mis en avant en FA qu'en culturisme, tout simplement. Ok. Ouais, je vois où justement dans le culturiste, tu as l'impression que le processus, c'est justement un peu c'est un peu tu traverses l'enfer pour ensuite avoir la récompense Hein, derrière. c'est ça. Mais ça, Et surtout, tu as aussi ce côté où, et attention, l'alimentation et tout l'aspect nutrition est hyper important, quelle que soit la discipline. ouais. Mais en body, déjà, il faut dire aussi quelque chose, et ça, c'est un autre sujet, mais et les gens sont tous différents là-dessus, il faut vraiment le préciser, mais ça peut mettre des contraintes psychologiques énormes, surtout en phase de prépa, sur bah, les athlètes en question. En l'occurrence, chez moi, ça en a mis beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui me rendait vraiment pas heureux. Et le problème, c'est que quand tu fais de la compétition en body, même si tu progresses avec les années et que j'ai pas forcément poussé le truc à fond, euh, c'est un aspect qui pour moi était trop important dans la discipline. J'avais pas envie, je suis très à cheval sur le fait de manger qualitatif, d'avoir bah, une idée des macros Bon, que ça, tu as sur la journée, sur la semaine, mais j'avais pas envie que ma discipline sportive, elle soit autant centrée sur la nutrition. Ce qui est le plus important pour moi et ce qui est bien en FA en tout cas selon moi, c'est que outre l'aspect santé globale, parce que c'est important d'être en bonne santé quand tu t'entraînes, mais bah, le jour de la compétition, ce qu'il faut, c'est que tu sois au poids, comme pour un sport de combat, tu vois. Tu es au poids, peu importe comment tu es arrivé au poids. Il y en a qui ont des protocoles très agressifs, qui perdent beaucoup de poids.
sur les compétitions en FF Force, ce qui est bien, c'est que ta pesée, elle est 2 heures avant, donc tu peux pas non plus faire de la magie. Euh, mais l'aspect nutrition, c'est toi qui le gères. Et ça reste un outil et pas une fin en soi, tu vois. Alors qu'en body, il y a plus ce côté où il y a beaucoup de manipulations au niveau de tes macros qui vont faire que tu vas réussir à atteindre ton niveau de sèche que tu souhaites. Évidemment, il y a la dépense calorique avec les pas, avec plein de choses que tu peux mettre en place, mais la nutrition va avoir un impact beaucoup plus important. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait moins. Je voulais, si j'avais envie, arriver sur mon lieu de compétition en étant un petit peu gras. Genre, je m'en fous, tu vois. Ce que je veux, c'est être fort. C'est pas être conditionné. Il y a des gens moins gras, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être meilleurs, tu vois. Voilà. Ça veut C'est pas dire qu'il faut se laisser aller ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que c'était une liberté que j'avais envie d'avoir. c'est hyper intéressant du coup ce que tu développes parce que pour en revenir un petit peu et remettre dans le contexte, sachant que nous, de base, on s'était rencontrés dans une salle de sport. Ouais, Et du coup, toi, tu avais été mon premier coach et c'est toi qui a fait que j'en sois un petit peu là où j'en suis aujourd'hui dans cet univers-là, concrètement. Et du coup, c'est intéressant parce que avec ton approche de la force, avec le fait de devenir plus fort et la relation que tu as avec l'alimentation, bah, comment est-ce que toi, tu m'as un petit peu guidé là-dedans, dans le sens où moi, mon but, certes, je voulais être plus fort, mais par contre, tu vois, à contrario, je voulais quand même avoir un physique pas nécessairement, tu vois, qui était quand même en corrélation avec l'image que je voudrais avoir de moi. bien sûr. Et du coup, comment est-ce que tu pourrais, est-ce que par exemple, aujourd'hui, pour être fort, pour être plus fort, euh, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que déjà c'est possible d'être musclé, comment dire, d'être musclé, d'être fort, et est-ce que c'est possible de faire les deux? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Je pense comprendre. Tu me dis si je me trompe dans ma réponse. Euh, Déjà, on a beaucoup de cas d'athlètes. Alors, attention, je vais prendre le cas d'athlètes à haut niveau, mais c'est le cas à des niveaux moindres également, hein. Je le vois quand je vais en compétition, il y a des athlètes qui sont très conditionnés, qui ont un très bon physique, qui, s'ils se spécialisaient dedans, pourraient potentiellement faire de la compétition en étant naturel. Il y a, je le précise, parce que c'est vrai que ça a un impact aussi, faut en être conscient, hein. C'est quelque chose qui a un impact sur les possibilités de conditionnement physique, notamment en conservant de la force. Euh, mais en fait, le truc, c'est que il y a des personnes qui vont avoir une approche de l'entraînement euh, très focalisée sur la force, comme tu dis, mais qui pour autant ne vont pas avoir envie de sacrifier leur physique. ouais, Et là, il faut vraiment être très clair. C'est pas parce qu'on fait de la force que forcément notre physique doit se dégrader. Je vais prendre mon exemple personnel. Quand je faisais du body, euh, j'étais probablement déjà moins musclé qu'aujourd'hui parce que je me fixais plus de contraintes et j'ai pas forcément fait toujours les choses comme il fallait, mais je souhaitais quand même conserver un conditionnement physique un petit peu plus important à l'année et ça me dérangeait un peu plus d'avoir un poids qui monte globalement, pas qui fluctue mais qui monte. Euh, En fait, je pense que ce qui va être important déjà dans les deux disciplines, c'est que prendre du muscle, ça va être déterminant. Qu'on soit en body forcément, puisqu'on va être jugé là-dessus, mais en force, c'est l'un des paramètres les plus importants pour être capable de développer de la force. Certes, il y a tout ce qui va être conditionnement nerveux, mais il faut une base. Et cette base-là, elle va aussi être dépendante de la catégorie dans laquelle on est, mais les catégories, surtout quand on est en début de pratique, c'est pas ce qui est le plus important. C'est pas parce que on a envie. Alors évidemment, il y a des cas où on va vouloir être ultra compétitif au niveau des mondes, etc. On va se restreindre un petit peu, mais la plupart des gens, c'est pas le cas. C'est pas grave de pas remplir sa catégorie. C'est pas grave, surtout au début. C'est pas grave de pas être le plus lourd possible. Et en fait, c'est ça que font certains athlètes en termes d'erreur. Ils vont vouloir absolument remplir la catégorie le plus vite possible. C'est là où ils vont prendre du gras, c'est là où ils vont être le moins conditionnés. Mais c'est pas forcément comme ça qu'ils vont être plus forts. Parce que ça va apporter d'autres contraintes. Être plus lourd, je l'ai vu en post-confinement, ça a été un peu compliqué. Ça va généralement être plus difficile de récupérer parce qu'on a une moins bonne condition physique. Ça va être plus dur au quotidien, en fait. Le cœur travaille plus. Enfin, c'est pas forcément toujours agréable. Et alors, oui, certes, sur le moment, on peut sentir qu'on est un peu plus fort, mais déjà, c'est pas vrai pour les trois mouvements. Et
je pense qu'il faut se laisser le temps. Surtout quand on est un athlète jeune, il faut construire du muscle, comme on le ferait en body, en fait, parce qu'il y a des. Faut pas croire, mais il y a beaucoup de liens entre les deux. C'est pas juste une question de faire du SBD constamment. Il y a toute une notion d'hypertrophie qui est hyper importante et qu'il ne faut pas négliger, peu importe le niveau, en fait. Et ça, j'ai eu fait l'erreur il y a quelques temps de me dire, voilà, j'ai un passé en body, j'ai déjà fait, alors j'ai pas un physique exceptionnel, mais j'ai déjà fait un travail à ce niveau-là, je peux me permettre de moins le faire. Et que ce soit d'un point de vue santé articulaire, tendineuse, ou même d'un point de vue même force globale, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus quand même en faisant de la force. Et c'est pour ça que pour moi, le mot power building, en fait, ça n'a pas vraiment de sens si on regarde une programmation cohérente de force athlétique, puisqu'en réalité, on va avoir beaucoup, plus ou moins, hein, ça dépend des périodes aussi, mais, et ça dépend des athlètes, mais on va avoir toujours une notion d'hypertrophie qui va être présente. Elle va être moins poussée qu'en body, forcément, mais elle va être présente. On ne peut pas se dire, j'ai juste travaillé je vais juste avoir un travail nerveux, je vais juste avoir un travail de technique, je vais juste avoir une espèce de, je sais pas, de travail ultra spécifique autour de ma pratique, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'est pas différent d'autres sports qui ont besoin d'avoir une préparation physique, notamment autour de l'hypertrophie, pas que, mais notamment autour de l'hypertrophie. Et donc, juste pour recentrer un peu la question, parce que je digresse beaucoup, désolé, mais je pense que l'hypertrophie en force, vraiment, elle va avoir sa place. Après, la condition physique, le fait d'être plus ou moins sec, déjà, bon, bah, il y a un facteur génétique qui entre en jeu, hein, ça c'est sûr. Mais si on a envie d'être plus sec, on peut l'être. Il faut juste prendre son temps et ne pas forcément sacrifier toute sa force au détriment du fait d'être sec, forcément, parce que si l'objectif c'est d'être fort, ça peut être un petit peu contre-indiqué si on va vite, notamment. Mais on ne va pas drastiquement perdre en force si on descend à un body fat qui reste cohérent. C'est sûr que si on veut une sèche de compétition, il va falloir sacrifier quelque chose. Mais si on Ouais. veut juste être mieux conditionné, avoir les abdos visibles, avoir un peu plus de stries, avoir, je sais pas, enfin, euh, généralement, on est souvent beaucoup plus gras que ce qu'on pense. Donc, il y a de la marge avant de vraiment perdre. Par contre, on va perdre un peu de poids, on sera peut-être un petit peu moins stable, on sera peut-être, c'est possible, mais c'est pas des sacrifices énormes qu'on va faire. Ce sera plus de l'optimisation de compétition éventuellement qui sera perdue, mais qui sera pas nécessairement drastique selon le niveau de compétition. Ok. Ok. Parce que du coup, j'allais te poser la question, mais au final, Ouais. tu as quand même assez bien répondu. C'est de savoir si, par exemple, là, en fait, ouais, donc toi, tu remets l'importance de vraiment bien définir l'objectif au départ. Parce que si tu te poses la question de savoir si tu dois développer ton physique pour être fort, ou développer ta force pour avoir un meilleur physique, bah, ça va dépendre tout simplement de ton objectif de départ. Parce que si on fait le rapport par exemple avec un sprinter, est-ce qu'un sprinter, il doit faire des sprints pour avoir un meilleur physique ou il doit développer son physique pour être meilleur en sprint? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Je pense que en fait, il faut faire les deux. Les proportions dans lesquelles on les fait, elles vont dépendre de plein de paramètres. Dans ma façon de coacher en force, il y a quelque chose qui va être très important et qui va vraiment être primordial. Quoi que tu prescrives, en fait, c'est quelle est la réponse de l'athlète à court et à moyen terme, et à long terme un petit peu plus tard, mais comment va répondre l'athlète? En fait, tu vas partir avec une stratégie de base qui va être dépendante de beaucoup de choses, en l'occurrence le passif de l'athlète, son niveau, ses caractéristiques physiques, plein de choses. Et éventuellement aussi les réponses qu'il a pu avoir avec ses anciennes prog. Parce que en général, quand tu commences à bosser avec quelqu'un, il peut être totalement novice, mais souvent il va avoir un passif sportif, que ce soit en FA ou même en amont avec le body, où finalement il a quand même pu se tester souvent sur des exercices comme le développé couché, le squat et le soulevé de terre, peut-être un petit peu moins fréquemment, mais généralement, tu as quand même quelques données. Elles ne sont pas forcément très poussées, mais tu vas déjà avoir une petite idée de comment il s'est entraîné jusqu'à présent et comment ça va pouvoir servir ce que toi tu vas lui proposer. Il ne faut pas s'enfermer dans un système ou s'enfermer dans une méthodologie X qui fonctionnerait sur tout le monde, parce que même si ça fonctionne sur 8 personnes sur 10, bah, tu en laisses 2 sur le carreau et c'est pas bon. Parce que ces 2 personnes, elles comptent sur toi, tu vois. Donc, tu vas pouvoir t'adapter là-dessus, mais ce que tu vas lui proposer en amont, dans un premier temps,
tu sais pas comment il va réagir. Tu as des idées, mais tu sais pas encore. Et c'est là où il va falloir être attentif. Et dans le cas de ton sprinter, en l'occurrence, c'est un sprinter, mais ça pourrait être un athlète en FA, c'est le même principe. Ouais. Tu vas lui donner du travail plus spécifique et tu vas lui donner du travail moins spécifique. C'est un spectre, hein, de toute façon, la spécificité. Il n'y a pas de frontière vraiment nette. Mais à l'issue de ce que tu lui auras programmé, que ce soit déjà à l'issue de ton premier microcycle, si c'est sur une semaine par exemple, ou même à l'issue de ton bloc si tu programmes en bloc, ou enfin, il y a plein de façons de travailler, mais tu vas avoir des réponses. Tu vas voir comment il a réagi à tout ça. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il y a eu des adaptations? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et en fonction de ça, tu vas pouvoir définir pour cette athlète-là à un temps donné, parce que ça peut évoluer aussi avec le temps. Il peut y avoir des adaptations physiques qui font qu'il tolère mieux certaines choses, il progresse mieux via certaines choses. Mais en tout cas, à l'instant T, tu vas pouvoir te dire, OK, cet athlète, il a besoin, par exemple, d'avoir un niveau de spécificité finalement pas très élevé, parce que il maîtrise, je ne sais pas, enfin, en fait, l'explication, elle n'est pas importante. Elle intervient après. Elle peut être pertinente pour toi, pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est OK, il a bien réagi à ça. Je comprends qu'il réagit bien à ça. Je peux faire de l'exploration et essayer d'autres choses, bien sûr, mais je sais que cet athlète-là, en tout cas, il a certains besoins que ne va pas avoir un autre athlète à côté, qui pourtant peut-être a on va dire un parcours commun avec lui, peut-être une génétique assez proche, etc. Voilà, cet athlète, il a ces besoins-là. Et en fait, c'est en ça que l'individualisation, elle intervient. Quand on parle d'individualisation, les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est individualiser un programme? C'est être attentif à comment réagit ton athlète et adapter ce que tu vas lui proposer après par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas expérimenter des choses, bien sûr. Mais quand tu expérimentes, il faut regarder ce que ça fait. Des fois, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas être toujours devin de ce qui va se passer. Et ce serait mentir que de dire le contraire. Mais quand ça marche, le pourquoi il est moins important que l'observation. Ça a fonctionné, ok. Une fois que ça a fonctionné, je vais pouvoir me servir de cette donnée-là pour construire de manière de plus en plus affinée les programmations que je vais lui faire par la suite. Et puis après, petit à petit, tu vas te rendre compte que entre, par exemple, si tu programmes en bloc, entre les différents blocs, il y a des relations. Parce que peut-être que si sur un bloc 1, tu lui proposes quelque chose et que grâce à ce bloc 1, il a une meilleure réponse sur le bloc 2, eh ben voilà, ça c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir observer et mettre en place à l'avenir. Mais c'est une question d'observation. Il faut être attentif. Il faut avoir des échanges avec ton athlète. Parce que peut-être que il va avoir des douleurs. Je sais pas, j'ai une bêtise. Mais il faut être capable de réagir. Voilà. Moi, je me souviens par exemple te concernant, le split squat, ça a été problématique assez vite. Il a fallu réagir parce que il y avait des douleurs au niveau des ischios. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Même si dans l'absolu, tu te dis, ouais, mais le split squat, ça a un intérêt, et cet intérêt, c'est ça, tu vois. Soit au niveau de l'équilibre, de l'hypertrophie, au niveau des quads, des fessiers, peu importe. Oui, mais la réponse de Jean-Loup, c'est ça, à l'instant T. Peut-être que dans 4 ou 5 blocs, ton split squat, tu le feras et il n'y aura aucun problème. Mais à l'instant T, tu ne réagis pas bien. Donc, il faut faire quelque chose. Parce que l'objectif, c'est pas que tu te blesses. Donc, il faut réagir, il faut adapter. Et c'est ça, en fait, qui est important. Donc, en fait, la démarche à suivre, c'est un petit peu de, premièrement, essayer de définir les objectifs. Une fois que tu as défini les objectifs, c'est d'essayer d'identifier les besoins réels. Et puis après, c'est d'adapter en conséquence. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que, parce que comment dire, en fait, tu vas plus adapter en conséquence en fonction de quoi? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Tu vois, comment toi, personnellement, par exemple, tu identifies justement cette adaptation après pour justement savoir, parce qu'en fait, quand tu prépares, j'imagine, un plan d'entraînement, si par exemple des personnes s'auto-prog aussi, Mhm. forcément, ça va pas se passer généralement comme prévu, j'imagine. Bah, la preuve, par exemple, avec toi, où là, dernièrement, tu avais été Bien malade, sûr. et le dos, et etc. Et par contre, dans le cadre où ce que tu proposes à un athlète fonctionne, a les résultats que tu souhaites, c'est intéressant de savoir aussi comment tu t'adaptes aussi, parce que en fait, on s'adapte toujours à la fin de ce que tu as.
Bien des besoins sûr. que tu as identifiés de ce que tu as mis en place? Euh, alors déjà, moi, j'utilise par rapport vraiment d'un point de vue logiciel, si je puis dire, j'utilise une plateforme sur laquelle il y a énormément de données qui sont compilées à l'issue d'un bloc, mais même au fur et à mesure des microcycles qui sont réalisés. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin d'un bloc, tu peux vraiment sortir une analyse de bloc qui, isolée, va pas être forcément hyper pertinente, mais qui va commencer déjà à donner un aperçu de ce qui a fonctionné sur le bloc, sur lequel il va y avoir euh, alors c'est dommage, il faut peut-être que je te donnerai un lien, peut-être que tu pourras afficher sur la vidéo avec une image qui représente ce que je t'explique, mais sur lequel tu vas avoir, en l'occurrence, il y a d'autres données, mais un gradient euh, qui va reprendre en fait tous les exercices que tu as fait pendant le bloc, avec le format, l'intensité, et des petites pastilles de couleurs, tout bêtement, qui vont être plus ou moins chaudes en termes de couleurs et qui vont synthétiser plus ou moins la réponse que la tête a eue sur ces exercices et ces formats associés. Plus ça tend vers le rouge et plus la réponse a été bonne, le ARM a évolué sur l'exercice en question. Ok. Il n'y a pas eu. Alors, forcément, ça va être dépendant aussi du nombre de séries que tu as fait parce que quelque chose que tu as expérimenté vite fait et que tu n'as pas pu garder longtemps, ça va pas être très pertinent. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une analyse de bloc, tu peux le prendre tel quel. C'est pas une réponse absolue, c'est juste un indicateur. Et tu vas avoir à l'inverse des formats et des exercices qui ont beaucoup moins bien marché. Et c'est visuel, tu vas vraiment le voir. Ça, tout seul, c'est pas forcément quelque chose de significatif. Ok. Cela étant, tu vas avoir une petite idée, tu vas te dire, OK, voilà, ça a l'air de fonctionner, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser. Ça a l'air de pas fonctionner. Peut-être que je le réutiliserai, mais pas tout de suite, pas dans l'absolu. Et à l'issue des blocs, au fur et à mesure, ces analyses-là, tu vas pouvoir les croiser et tu vas pouvoir dégager une tendance. Généralement, ce qui se passe, c'est que pour un exercice donné, en l'occurrence, là, je prends les exercices de compétition, mais parce que tu vas avoir également après l'analyse sur les exercices accessoires enfin, qui sont corrélés aux exercices de compétition à chaque fois. Mais pour les exercices de compétition, tu vas avoir généralement une diagonale d'intensité sur laquelle tu vas avoir une bonne réponse. Ok. Et ce sera visuel, encore une fois, c'est-à-dire que tu vas littéralement pouvoir entourer tes petites pastilles. Parce qu'il y a eu de la progression là-dessus. Et beaucoup moins sur le reste. Généralement, le reste réagit moins bien. Et grâce à ça, ça te permet de savoir, je prends un exemple, mais sur le deadlift, que tel athlète réagit bien à des formats qui sont assez peu intenses. Ça arrive régulièrement d'ailleurs. Euh, Par rapport au bench, où il va avoir besoin d'un rep range un petit peu plus serré et une intensité un petit peu plus haute, tu vois. C'est des indicateurs qui te permettent d'aider à la programmation. C'est pas quelque chose que tu vas prendre comme argent comptant en te disant ah ok plus jamais je te fais faire tel exercice sur le bench ou tel format sur le bench. C'est pas ça. C'est plus tête à tête a tendance à bien réagir par rapport à ça. Derrière, il n'y a pas que les exercices de compétition, il y a aussi les exercices que tu vas mettre à côté qui vont avoir des intérêts. La stratégie, il faut la définir en amont. Typiquement, voilà, je vais prescrire un squat posé. Pourquoi est-ce que je prescris un squat posé? Parce que cet athlète, mon idée de base, c'est cet athlète a des problèmes avec l'amplitude de compétition. Le squat posé, selon moi, selon ma stratégie, va avoir un intérêt puisque ça va lui permettre de passer du temps sur cette amplitude de compétition et donc il va pouvoir l'identifier au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est que l'adaptation qu'on recherche, c'est que ça se répercute au fur et à mesure sur l'exercice de compétition et du coup également que pour ça, il faut qu'il progresse sur son squat posé. C'est le but, c'est qu'à chaque fois, il progresse dessus. Donc tu vas pouvoir regarder également sur ce compte rendu, quand tu programmes du squat posé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un gain sur le squat de compétition? Et si oui, est-ce qu'il est au-dessus du gain moyen ou est-ce qu'il est en dessous? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et en ça, tu vas avoir, pareil, une tendance qui va se dégager de quels sont les exercices. Alors, moi, j'utilise beaucoup la classification Bondarchuk, en fait, qui va séparer les exercices par degré de spécificité. En gros, c'est une petite parenthèse, mais en gros, par exemple, le squat posé,
on va conserver donc les mêmes interventions musculaires avec un mouvement qui est similaire, si ce n'est le même, mais en tout cas qui est très proche. À la différence, par exemple, d'un Bulgarian Split Squat dont je parlais par rapport à toi, qui va certes engager les mêmes zones musculaires, qu'on va nommer non pas SDE, mais SPE. Euh, Par contre, le mouvement est différent. On ne peut pas dire qu'un split squat, ce soit la même chose qu'un squat. Ça reste encore une fois quelque chose qui est sur un gradient. La spécificité, c'est pas aussi net que ça, mais c'est juste pour aider un petit peu, pareil, à la programmation. Euh, et du coup, je reviens sur mon squat posé, tu vas voir un petit peu comment est-ce que, au fur et à mesure des blocs, si tu l'as précis sur plusieurs blocs, l'athlète a réagi à chaque fois. Et ça va me faire me dire, OK, cet athlète, je sais que le squat posé, c'est quelque chose que je peux faire revenir régulièrement parce qu'il y réagit bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre à chaque fois? Non. Parce il y a aussi une notion, pareil, en termes d'explication, c'est pas forcément plus important, mais généralement, si tu programmes toujours la même chose, à un moment donné, pour une raison X ou Y, il va y avoir une adaptation qui ne se fait plus. Ok. Même si tu fais des pivots qui permettent de ressensibiliser un petit peu à tout ça, si tu programmes toujours la même chose, ça ne va pas marcher. Donc il faut que tu aies plusieurs stratégies possibles, mais il faut que ces stratégies elles soient orientées vers quelque chose, en tout cas, qui a l'air de donner des résultats chez cet athlète-là. Et la raison, tu peux y réfléchir derrière. Mais c'est dans un deuxième temps. Il faut d'abord savoir est-ce que ça fonctionne ou pas chez cet athlète-là. Et du coup, tu peux en dégager des tendances. Et moi, ça fonctionne beaucoup du coup par la prise de données et l'échange avec la tête aussi. Il faut que, euh, par exemple, j'utilise un système qui est directement implémenté dans la plateforme qui s'appelle le Track. Pour la récupération, c'est l'équivalent un petit peu de ce que font les coachs quand ils disent, voilà, fais-moi le bilan de ta séance, comment tu t'es senti, est-ce que tu as bien récupéré, est-ce que tu as des douleurs articulaires, musculaires, des courbatures, etc. Est-ce que tu avais envie de t'entraîner éventuellement, là en l'occurrence, il y a le système qui est implémenté, mais prends tes pulsations cardiaques le matin pour voir un petit peu l'évolution, parce que ça a un lien avec la fatigue également. Si tu as les battements cardiaques qui, pendant une période, commencent à monter, 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 ça ne s'arrête pas et ça reste sur un niveau qui est beaucoup plus haut qu'habituellement, peut-être qu'il faut y réfléchir parce que ça a probablement un lien avec la fatigue. Donc, ça, c'est un échange. Là, il est un petit peu automatisé sur ce point-là parce que comme ça, comme pour le RPE, on discute avec les mêmes mots entre athlète et coach, mais ça peut fonctionner avec d'autres systèmes. Euh, on peut être plus créatif. Hein. Voilà, il peut y avoir une petite feuille à la fin où voilà, l'athlète il explique ce qu'il veut. Il faut que ce soit orienté, il faut que ce soit quelque chose qui soit répétable, mais ça permet au coach d'avoir une idée également de la récupération de l'athlète. Et ça intervient aussi parce que un athlète qui ne récupère pas, c'est un athlète qui aura probablement moins d'adaptation. Parce qu'on veut lui faire la prog peut être très bonne, s'il ne récupère pas, c'est qu'elle n'est pas très bonne. C'est qu'il y a trop de stress. Et du coup, il faut trouver des moyens de réduire ce stress. En tout cas, il faut faire en sorte, encore une fois, d'écouter la réponse de la tête. Voilà. C'est, Ok. Donc c'est important d'avoir une base de données quand même suffisante pour permettre justement de savoir où tu en es, où tu vas, ce que tu fais quotidiennement. Parce que, comme tu disais, dans le meilleur des cas, en soi, tu n'as pas d'adaptation. Dans le pire, tu as des blessures et au pire, tu peux même te dégoûter de la discipline. Donc c'est vraiment. hyper important de ne pas laisser les choses au hasard. Et c'est là, en plus, tu parles d'un cadre très précis dans le sens où c'est plus de la recherche vraiment à améliorer ta force maximale, à améliorer tes mouvements de compétition. Mais je pense que c'est la même chose en fait si tu veux prendre du muscle, évoluer physiquement ou Ouais, que tu veux totalement. tout simplement progresser et organiser ta vie en fonction de cette progression aussi, tu vois. J'ai un athlète qui actuellement se dirige vers le strongman un petit peu plus que la force. Et Ok. moi, je veux continuer à le coacher parce que même si la force, c'est vraiment le domaine dans lequel je me spécialise, euh, déjà, c'est une discipline de force, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai beaucoup à apprendre sur le sujet parce que je ne suis pas du tout spécialisé dedans, mais c'est intéressant. Et le principe reste le même. Euh, les objectifs changent un peu parce que sur le strongman, pour autant que je sache, la force absolue, ça a un intérêt, mais il y a beaucoup d'épreuves où on n'est pas sur de la force absolue. Il y a des épreuves où il y a de la vitesse. Il y a des épreuves où en fait, tout l'aspect conditionnement physique va être beaucoup plus important. Et donc, il faut s'y adapter.
Et ça, il faut également l'intégrer dans les objectifs de ce qui va être prescrit. Parce que c'est très bien de s'améliorer sur de la force absolue pour le strongman, parce que bah, voilà, il aura peut-être un super deadlift, il aura un très bon squat, etc. Encore que je suis même pas sûr qu'il y ait du squat en force absolue, mais ça dépend des events et ça dépend des années, parce que le sport évolue quand même pas mal aussi. Mais c'est pas suffisant. Et il faut identifier quels sont réellement les objectifs de la personne et de la discipline vers laquelle il aspire à être bon. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont changer dans la programmation, mais le fond du problème reste le même. Comment est-ce que cet athlète va réagir à ce qu'on lui donne? Et quand je dis réagir, je ne parle même pas juste d'un point de vue performance. Il y a aussi d'un point de vue psychologique, parce que c'est quelque chose qu'il faut aussi aborder, je pense. Mais tu parlais d'être dégoûté de par les blessures, de par le manque de résultats, etc. Mais en fait, l'adhérence à un programme, euh, c'est quelque chose qui, j'ai un petit peu envie d'éternuer, excuse-moi. C'est quelque chose qui va être vraiment hyper important pour la Ouais. durabilité de la tête. Parce Et que, comment tu fais, excuse-moi, je te coupe, mais comment tu ouais, fais pour gérer, par exemple, si en identifiant ses besoins, bah, tu as senti que par exemple, il y avait un exercice, un format qui lui le conviendrait et qui lui apporte les adaptations qui sont justement propices à son bonne évolution. Comment tu fais s'il aime pas, il éprouve pas de plaisir et tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais si justement alors, ce principe même de aimer faire ce qu'on doit faire bah, n'est plus au centre de l'objectif? euh, je pense que à ce moment-là, c'est toujours une question d'échange avec la tête. C'est-à-dire que, on va prendre un cas imaginaire, mais bon, bah, tu prescris un exercice. Alors, je m'autocoupe, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué, forcément, si la Ouais. personne elle fait de la force athlétique et qu'elle te dit, oh, je déteste le développé couché. Là, malheureusement, tu vas être limité parce que la discipline, contrairement au culturisme, elle est encadrée par des exercices obligatoires et bah, tu peux pas non plus te passer d'un exercice si tu veux pouvoir concourir. Mais on va partir du principe que c'est pas cet exercice-là et que ça va même être un SDE, tu vois, un exercice qui est quand même assez proche, qui est parmi dans l'ordre d'importance le plus élevé, qui va pas forcément travailler un aspect d'hypertrophie, mais une stratégie différente. Ça Tu peut peux être une phase du mouvement qui est rapidement plus expliquer faible. Comment? est-ce que tu peux expliquer juste vite ce que c'est un SDE? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la classification Bondarchuk. En fait, c'est un exercice. En anglais, c'est Special Development Ah oui, Exercice, alors qu'un SPE, c'est un Special Preparatory Exercice. d'accord. En gros, c'est un exercice qui va se conformer aux mêmes interventions musculaires, Ah ouais. mais qui va être un mouvement le même ou similaire, un squat et un post-squat. D'accord. À la différence d'un SPE, je reprends l'exemple du Bulgarian Split Squat, on va avoir le squat et un Bulgarian Split Squat, même intervention musculaire, mais un mouvement qui est différent. Et après, on a même les exercices de préparation physique générale, où alors là, on change carrément de système énergétique. Enfin, ça va encore plus loin. C'est utile aussi, mais c'est différent. C'est sur un gradient de spécificité, on a je ne prends pas en compte le nombre de répétitions, par exemple, parce qu'un squat avec une force absolue, ça va être plus spécifique qu'un x10 au squat, par exemple. Et enfin, pardon, tu peux avoir des échanges entre, par exemple, un x20 au squat. Peut-être que ce sera moins spécifique qu'un squat posé en x1 à intensité maximale ou en RP8, parce que justement, bah, le format rend l'exercice tellement différent qu'on n'est plus du tout sur la même chose. Euh, mais du coup, je vais prendre cet exemple du coup d'un SPE qui n'est pas apprécié. Euh, un squat posé, je reprends les mêmes exercices, ce sera plus simple. Squat posé, vraiment pose classique entre la phase excentrique et la phase concentrique. Euh, L'athlète n'aime pas. Ça fonctionne bien, mais il n'aime pas ça. Euh, la première chose à faire pour moi, c'est déjà de lui demander pourquoi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cet exercice? Il y a des gens qui vont me dire, voilà, ben, j'aime pas cet exercice parce que le format est trop long, je m'essouffle, c'est trop compliqué. À ce moment-là, tu peux réévaluer le format en gardant l'exercice. Te dire, voilà, ben, peut-être que c'est trop long pour lui. Il y a peut-être des méthodologies que je peux appliquer pour faire en sorte que, malgré tout, il bénéficie des adaptations que, visiblement, l'exercice lui donne. Sauf que tu te rends compte que si tu réduis juste le format, l'intensité augmente et ça fonctionne moins bien.
Donc, tu peux te dire, voilà, ben, au lieu de juste réduire le format, je vais utiliser un système de cluster, par exemple. Ça va permettre de le faire souffler un peu, mais on va garder un stimulus avec un tonnage, un volume qui va être similaire, il va être même plus fort dessus généralement. Et l'adaptation, on va voir comment ça se passe, mais il y a des chances que ce soit similaire à ce qui était prescrit avant. Si c'est pas une question technique comme ça, mais que c'est plus abstrait dans sa tête. Voilà, genre, bah, j'aime pas le post squat parce que ça me fait ressentir quelque chose de négatif. Ok. Tu peux discuter avec lui, te dire voilà, on va essayer d'identifier cette cause. Peut-être parce que je sais pas, euh, je n'ai pas d'exemple concret, mais en tout cas, il y a quelque chose qui intervient, qui fait que ça ne lui plaît pas. La réponse, ce sera toujours d'en parler avec lui et d'essayer de trouver. C'est même pas un compromis, c'est une réponse pour que lui-même, en plus, il soit rassuré du fait que tu comprends ce qu'il ressent et que tu cherches une solution pour que ça se passe mieux. Parce que lui aussi, il veut progresser, tu vois. En général, c'est très rare les athlètes qui sont dans une confrontation vraiment très frontale. Tu vois, qui te disent non, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est nul, je ne veux pas. C'est Ouais. extrêmement rare. J'ai rarement vu ça, vraiment. Euh, et si vraiment vous ne trouvez pas la solution, à ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux très bien lui dire voilà, écoute, fais-moi confiance. On termine comme ça. Je sais que tu n'aimes pas, mais après ça, je trouverai une alternative. Vraiment, si c'est une catastrophe, que tu es en début de bloc, que ça ne se passe vraiment pas bien, et que bah, après la discussion, tu te rends compte que c'est un exercice qui va être, en tout cas sur ce bloc-là, contre-productif, eh ben, tu as des outils, tu as des équivalences. Tu peux lui proposer quelque chose de différent. Peut-être que l'adaptation sera moins bonne, mais que ce sera nécessaire pour qu'il continue à faire son entraînement. Parce que peut-être que, de toute façon, j'ai envie de te dire, l'adaptation sera pas bonne s'il veut plus le faire, s'il le fait plus. Donc, il vaudra toujours mieux une optimisation un petit peu moins importante pour des résultats peut-être moins importants que dans la théorie, mais qui en réalité seront meilleurs parce que l'athlète va faire son programme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si tu carrément. prescris un exercice qui est totalement remplaçable, remplace-le. Ok. Ne t'embête pas, tu as plein d'outils. Et il y a tellement d'exploration possible que tu ne peux pas dire, ben non, je peux plus. Je peux plus rien faire. Tu veux pas faire ça, ben c'est mort. Tu peux plus. C'est faux. Ça, c'est valable juste si la personne veut. Et encore, parce que si la personne a un problème avec un exercice de compétition, de manière temporaire, ça peut se substituer. J'ai l'exemple d'un athlète, pendant un moment, on a fait du développé incliné en exercice de compétition. Ça peut être autre chose pour le squat, ça peut être autre chose pour... Quand tu fais un changement entre du sumo et du conventionnel, finalement, les deux sont autorisés en compétition, mais tu changes l'exercice de compétition. Donc il y a des nouvelles adaptations, il y a plein de choses qui se créent. Il faut être à l'écoute. Voilà, c'est vraiment le truc le plus important. C'est d'où du coup la difficulté de l'auto-coaching. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'auto-coacher, parce que euh, Ils sont, l'expérimentation, c'est un des points les plus intéressants de l'auto-coaching parce que tu n'as pas de compte à rendre et tu n'as pas de contraintes si ce n'est celle que tu vas te fixer toi. Euh, Là où il peut y avoir un effet un peu pervers, c'est que parfois, tu peux être trop impatient. Tu peux avoir des réponses émotionnelles qui sont beaucoup trop fortes par rapport à ce que un coach qui te suit aura. Euh, Quand quelqu'un fait de la force athlétique, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les disciplines, mais c'est un sport qui engage émotionnellement énormément. Les gens sont extrêmement, si tu regardes les fiches de renseignement que tu peux avoir en début de coaching, les gens sont extrêmement portés sur les résultats qu'ils vont avoir. ouais, Euh, c'est extrêmement important pour eux. telle barre. Ouais, et même quand c'est abstrait, ils veulent être plus forts, ils veulent être plus Ouais. compétitifs, ils veulent être meilleurs. Et c'est très important. C'est pas quelqu'un qui va venir te voir, qui te dit ouais, je veux être en forme. Il veut être en forme, tu vois, c'est important pour lui. Mais là, c'est très concret. Il faut qu'il y ait des kilos sur la barre qui se mettent. Et en fait, le truc, c'est que cet engagement émotionnel, il est à double tranchant. Quand Ouais. ça se passe bien, ça se passe très bien. Quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Et on le voit avec les petites blessures ou les petits bobos, on va dire, qui des fois sont juste des douleurs, qui cassent le moral des athlètes. Et c'est tout le monde, hein, vraiment. Je veux dire, j'ai pas envie de m'avancer non plus, mais j'ai jamais connu une personne qui a fait un suivi qui était tout le temps. Ah, c'est génial, je me sens trop bien, j'ai pas de problème, c'est parfait, tout le temps. Ça arrive,
Mais il y a des phases moins bonnes, et c'est normal. Pour qu'il y ait des phases bonnes, il faut qu'il y ait des phases moins bonnes. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus attentif. Parce que c'est dans ces moments-là où la psychologie de la tête, elle est un peu plus fragile aussi, souvent. Ok. Il y en a qui vont agir comme des robots, qui vont se dire, OK, je m'en fous, j'y vais, je fonce. Et très bien, pourquoi pas. Mais ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens, il va falloir être attentif à leur ressenti. Enfin, tous, mais plus que d'autres. Parce que une mauvaise séance, ça va avoir un impact psychologique beaucoup plus important que d'autres personnes qui vont dire, OK, ça fait partie du processus. Il va falloir les rassurer, leur expliquer, leur réexpliquer parfois. Ça fait partie du travail aussi. Mais euh, c'est quelque chose qui va avoir un impact extrêmement important. Donc, ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont être plus problématiques sur le fait qu'elles vont aimer ou non les exercices, mais la psychologie d'un athlète va avoir un impact direct sur ses performances, qui plus est en compétition. C'est pour ça que chaque athlète ne va pas avoir les mêmes besoins en compétition. Il y a des athlètes, tu vas juste avoir besoin de les hype, voilà, il va falloir être le coach un peu à l'américaine, tu vois. Enfin, tu fais ta barre, tu vas y arriver, enfin, même parfois de manière un peu plus violente, si je puis dire, mais vraiment toujours dans une optique positive. Mais voilà, lui dire tu fais ça et puis basta. Quand il y en a d'autres où tu vas avoir besoin de leur rappeler des faits, parce Ouais. qu'ils vont pas être sereins, ils vont pas avoir confiance en eux. Donc il va falloir que cette confiance, toi, tu leur montres que tu as confiance en eux. Et chaque athlète là-dessus va être différent. Si tu fais l'inverse avec les deux athlètes en question, ça va pas marcher. Parce qu'il y en a qui va dire, oh, vas-y, j'ai besoin de hype là, c'est quoi ça? Et l'autre qui va dire, non, mais c'est trop brutal. J'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin de. Et ça, il faut être à l'écoute. Et puis, si tu n'arrives pas à identifier les signes, le plus simple et encore le plus important, c'est de lui poser la question, tout simplement. De quoi tu as besoin? Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'un coach? Tu peux le faire dans le questionnaire de contact. Et si c'est pas très clair, tu peux, pendant l'appel ou tu essayes de mettre les choses en place après ça, tu peux revenir là-dessus. Tu peux dire, voilà, sur cette question, tu as été un peu évasif, euh, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu aimerais? Dans quel contexte? Dans le contexte de la programmation, dans le contexte des retours, dans le contexte de la compétition. Voilà comment moi je fonctionne habituellement, mais en fait, je m'adapte. Donc, si tu as des besoins spécifiques, je vais faire en sorte, évidemment c'est en mon pouvoir et que ça reste dans le cadre du coaching, bah, d'y répondre pour faire en sorte que bah, toi, tu puisses performer au mieux, tout simplement. Il faut faire attention parce que il y a toujours une barrière. On n'est pas psychologue, c'est pas notre métier. On n'est pas thérapeute, on n'est même pas préparateur mental. Bon, enfin, Ouais. tu vois, c'est, mais euh, mais il y a quand même cet aspect qui est hyper important parce que on peut pas dissocier la psyché du physique. Le, en fait, disons il faut même se rendre compte que les formats de programmation vont avoir un impact psychique important, un impact de fatigue. Quand tu vas programmer une single, donc une répétition à une intensité élevée à un athlète, l'impact psychologique va être énorme par rapport à si tu lui programmes sur le même exercice 1 x 10. Il s'en fout. S'il rate son x 10 et qu'il fait que 9 reps, bon, il y a une raison peut-être à ça, tu vois, mais il ne sera pas autant impacté que s'il rate sa single. Et ça, il faut le prendre en compte dans la fatigue engendrée par le programme et par l'aspect psychologique que tu vas avoir dans le retour de cet athlète. Parce qu'il va te dire, j'ai raté ma single. Pourquoi j'ai raté ma single? C'est proche en fait de l'objectif de compétition, c'est proche de l'objectif final. S'il n'arrive pas à faire son x10, il va dire ouais, j'avais plus de cardio, j'avais trop mal aux jambes et tout, faire x10 c'était chaud, tu vois, moi, je les ferai la semaine prochaine. Ouais, grave. Mais ouais, mais la single, il peut réagir mal, tu vois. Et Ouais. à ce moment-là, toi, il faut que tu sois là pour lui dire écoute, t'as raté, c'est pour telle raison si tu la connais, mais si tu la connais pas, si tu as raté, on va faire en sorte que quand ce sera prescrit la prochaine fois, tu ne le rates pas, en réduisant la charge, en faisant en sorte que ton échauffement soit meilleur. Il y a plein de réponses possibles, tu vois, mais il faut essayer de toujours écouter. Je reviens dessus régulièrement, parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est la communication avec l'athlète. S'il n'y a pas de communication, un coaching ne fonctionnera pas bien.
Ça veut pas dire que, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre oh, ben ouais, mais moi, j'ai eu un coach qui me répondait une fois par mois et j'ai eu des super progrès. Super, c'est Ouais. génial. Tu fais partie de ces gens qui ont réussi à progresser avec très peu d'échanges. Est-ce que tu aurais mieux progressé avec un échange avec ce coach? Probablement. Est-ce que je peux te le prouver? C'est pas Par généralement. l'expérience, oui, mais généralement, ce sera toujours meilleur. Un coach qui te dit tu fais comme ça et puis c'est tout et tu discutes pas, pour moi, il va manquer quelque chose. Ça ne veut pas dire que la personne ne progressera pas du tout, mais ça veut dire que je pense qu'on passe à côté d'un outil qui est absolument formidable et qui permet en fait de beaucoup mieux optimiser la progression. Puis ça te rattache toi-même en tant que coach aussi, parce que à ton objectif de vouloir la personne, enfin de vouloir voir la personne évoluer, donc Bien sûr. ça rattache aussi ce lien avec la personne que tu peux coacher. Mais c'est Le coaching, le coaching, c'est une relation en fait. C'est ouais, une relation athlète-coach, mais c'est une relation. C'est un métier humain qu'on fait. C'est pas on ne distribue pas des progs à tout va. C'est pour ça que il y a des athlètes qui vont avoir plus ou moins d'affinité. Et encore une fois, on parle d'affinité professionnelle avec tel ou tel professionnel parce que leur façon de travailler dans la communication, notamment, va être plus fluide, plus simple. Et du coup, ça va mieux marcher, tout simplement. ok. Mais c'est hyper important la communication, comme tu l'as dit plusieurs fois, hein. C'est vraiment nécessaire. D'où la difficulté de l'auto-coaching, comme on l'a dit aussi. Ouais. Et, mais du coup, là, on parle beaucoup du cadre de force athlétique, d'avoir un objectif précis. Et est-ce que c'est possible d'être fort sans devoir faire un sport de force? Est-ce que c'est possible de gagner en force? Est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de tenir une régularité hebdomadaire, mensuelle, etc., à court moyen terme, en ayant pour l'objectif d'être plus fort? Alors, déjà, selon moi, encore une fois, il faut vraiment être toujours dans cette définition de qu'est-ce que c'est être fort. Parce que, en fait, quand on parle de force athlétique, on parle de force absolue sur trois mouvements. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui font de la force athlétique vont être fortes sur le même format sur un autre exercice? Absolument pas. Euh, oui, il y aura peut-être un léger transfert, mais, et ça on le voit beaucoup en salle de force, le nombre d'athlètes en FA qui ont un super bench et qui ont un overhead press qui est très mauvais, il y en a plein. Il y en a énormément. Donc, en fait, être force, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. L'idée qu'on se fait de la force, c'est qu'on se dit, voilà, on veut des bonnes perfs un peu, peut-être partout. Je ne sais pas, hein, mais euh, je pense que pour être fort sur quelque chose, il faut pratiquer cette chose. Et à côté, évidemment, comme je disais avec le sprinter, on peut optimiser ça avec une préparation qui améliore l'hypertrophie, améliore des phases du mouvement, améliore, il y a plein de stratégies qui existent, euh, améliore la technique également. Et en fait, du coup, euh, c'est ça qu'il faut identifier. Si on a une envie d'être fort de manière générale, ben, il va falloir faire des exercices sur lesquels on veut être fort. Il y aura des limitations parce que même en strongman, qui est un petit peu l'idée qu'on peut se faire justement de la force globale, ils doivent travailler sur les events sur lesquels ils veulent être forts. Tu peux pas être fort en Atlas Stone si tu fais pas d'Atlas Stone. Tu peux pas être fort en yoke si tu fais pas de yoke. Tu peux pas être fort en squat si tu fais pas de squat. Enfin, il faut à un moment donné pratiquer ces exercices. Si le nombre d'exercices est très important, bah, fatalement, tu vas devoir pratiquer ces exercices à une fréquence moindre que si tu n'avais que un, deux ou trois exercices à faire. Tu vas progresser dessus, mais peut-être de manière moins rapide et encore, ça, je ne peux pas te dire. Ça dépend encore une fois de l'adaptation enfin, que tu vas avoir par rapport à la pro que tu auras, mais forcément, il va falloir pratiquer. Si tu veux être fort sur du x10, il va falloir faire du x10. Si tu veux être fort sur, ou tout du moins, quelque chose qui va être relatif à ce format. Si tu veux être fort sur des singles, il va falloir faire des choses à un moment donné qui vont se rapprocher de cette intensité. Parce que euh, chaque gradient d'intensité, bah, tu vas pouvoir être fort dessus. Mais c'est un petit peu comme comparer quelqu'un qui fait de la course sur du marathon et sur du 400 mètres. Ça n'a rien à voir. Pourtant, tu cours.
Mais pour autant, il y en a un qui est fort dans un domaine, l'autre qui est fort dans l'autre domaine. Et si tu veux être fort dans les deux, à un moment donné, il va falloir pratiquer les deux. Alors peut-être que ça aura comme impact que tu seras un peu moins fort dans chaque discipline indépendamment. C'est possible. Mais il va falloir les pratiquer dans tous les cas. Ok. Ah, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, il faut définir absolument la raison pour laquelle et ce qu'on veut réellement atteindre. Parce que sinon, tu peux pas, en fait. Et ouais, en fait, surtout comme un objectif comme la force, c'est trop vague. C'est trop. Il y a plein de sports de force en fait. Si on sort même du cadre de la musculation, un mec qui fait du lancer de poids, il est Ouais. fort au lancer de poids. Moi, je lance un poids. S'il fait 2 mètres, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je peux pas m'attendre à faire un lancer de poids à plusieurs dizaines de mètres alors que je l'ai jamais fait. Je peux pas. Peut-être que j'aurais plus de force que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, parce que justement, et c'est là où on repart sur l'importance de l'hypertrophie, parce que j'ai une masse musculaire plus importante. Mais c'est ça, en fait, juste qui va me faire être fort. Parce que mes patterns techniques, ils seront à zéro. Euh, J'aurai aucune optimisation, quelle qu'elle soit. Je peux pas m'attendre à être fort. Tu as Il quand même faut que je pratique. une meilleure capacité à connecter ton cerveau à tes muscles. Et, et Peut-être après, qu'elle sera meilleure, encore une fois, que quelqu'un qui ne pratique pas de musculation ou de sport. Mais c'est tout. hmm. Et c'est logique. Mais je serai beaucoup moins fort qu'un débutant, enfin, qu'un jeune qui a, je sais pas, 1 ou 2 ans de lancer de poids, même s'il est plus jeune que moi et qu'il est moins musclé que moi, ben, je serai moins fort que lui, évidemment. Mais parce que ça veut pas dire que je pourrais pas le rattraper, parce que bah, j'ai plus de masse musculaire, que je suis plus âgé, que voilà. Mais ça veut dire que, en l'occurrence, il a de la pratique. Et c'est ça qui va faire qu'il est fort dans cette discipline. Par contre, si on va sous un squat, eh ben, je serai probablement plus fort que lui, parce que Ouais. je fais du squat. Voilà. Donc au final, la force en elle-même, c'est assez vague et c'est plutôt être fort par rapport à la définition que toi-même tu vas lui donner, en fait. Par rapport à euh, un point de spécificité précis. Si je reprends cet exemple de gradient de spécificité, il faut l'imaginer comme une flèche. Voilà, tu as une flèche qui pointe vers un objectif. Cet objectif, c'est faire un squat le plus lourd possible. C'est ça, mon objectif spécifique. Ben, plus je m'éloigne de ça, et moins je vais être capable de réaliser mon objectif avec une performance maximale. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, sinon on programmerait que du squat en single, RPE 10. Mais c'est pas Ouais. possible de faire ça. Donc, il faut se servir de ces points qui sont plus éloignés, justement, comme progression indirecte vers cet objectif. Mais ça ne peut pas être suffisant. C'est une part du processus, mais ce n'est pas le processus complet. À un moment donné, on sera obligé de faire des squats avec une intensité très élevée pour progresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit la majorité de notre entraînement. Ça va dépendre, encore une fois, de la réponse de l'athlète. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir y passer. Parce que sinon, bah, tu progresseras jamais. C'est pour ça qu'on dit aussi que faire de la compétition, ça entraîne à être bon en compétition. Parce que la compétition, c'est encore un milieu qui est spécifiquement différent. Faire une single RPE 10 à la salle que tu connais, avec le rack que tu connais, avec les barres que tu connais, et sans juge, sans pression, sans public, c'est moins spécifique que faire la même chose en compétition. Ouais. Et je vais aller encore plus loin. C'est pas la même chose de faire un championnat type un Open dans une ville random, c'est très bien, hein. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire une compétition internationale, où tu vas prendre l'avion, où tu vas arriver fatigué, où tu vas avoir une ambiance qui ne sera pas du tout familiale. Tu n'auras pas tes potes pour te gueuler dessus, forcément, parce qu'il y aura beaucoup plus de monde qui ne parleront pas la même langue que toi. Tu auras la pression peut-être d'être en équipe de France, donc avec un résultat qui représente le pays, tu vois. Tu fais ton Open, je sais pas, à Bordeaux, tu représentes toi, éventuellement ta salle, mais voilà, ça s'arrête là. Tu ne représentes pas la France. Donc ça, c'est encore plus spécifique si ton objectif, c'est d'être bon en compétition internationale. Mais s'il faut, c'est pas le cas. Si ton objectif, c'est d'être meilleur en open, ben, le fait de faire de la compétition internationale sera moins spécifique que de faire un open. Tu vois la nuance. En fait, Carrément. c'est ça. Il faut définir ce que tu veux de manière concrète. Et c'est ça qui peut être difficile avec des débutants au début. C'est qu'ils ne savent pas exactement. Ils ne connaissent pas. Et c'est normal. Ils n'ont pas ils ont pas quelque chose de clair. Pour eux, je veux être fort. Parce que être fort, ça veut dire avoir des muscles, en fait. Tu vois. Ça veut dire être capable de soulever 100 kilos au coucher.
Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. À la base, au final, j'avais pas d'objectif clair. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voyais des gens soulever des barres et je me disais, OK, pourquoi pas moi? ça, Et puis après, bah, soit tu te tournes vers la compétition, pourquoi pas, soit tu essayes d'explorer des pistes dans ton propre entraînement ou d'évoluer de ton côté. Mais ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant tout ce que tu viens de dire et tout. Plus c'est cool parce que c'est une question de dialogue. Encore une fois, en tant que coach, après, si tu as un athlète comme ça qui est débutant, faut parler avec lui. Et peut-être qu'au début, tu n'auras pas les réponses parce qu'il ne sera pas capable de te les donner. Et c'est en explorant ce que tu fais aussi en programmation qu'il va pouvoir te dire: ah, j'aime bien le soulevé de terre. J'ai envie d'être fort au soulevé de terre. OK, voilà. Tu as un objectif. c'est vraiment une construction à long terme en fait, un coaching. Ouais. C'est pour ça que avoir un coaching qui dure un mois, euh, dans cette optique-là, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que, bah, oui, tu vas pouvoir apporter des choses à quelqu'un, Ouais, c'est sûr. Mais il n'y aura pas de recul. Il y aura pas grand-chose. Du coup, ce sera une amorce, si je puis dire. C'est tout. Ça s'arrêtera là. ok. Ben, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a exploré plein de pistes tout autour au final de ce que peut être l'entraînement en force et comment faire pour être plus fort et se développer, etc., etc. Donc en vrai, c'est hyper intéressant et je pense peut-être que, bon, je ne sais pas du coup si combien de personnes verra cette vidéo ou non, Tu mais verras, s'il faut, tu vas exploser le million de vues sur. et si ça peut ouvrir franchement à plein de questions, parce que en fait, je kifferais qu'on ait des thèmes peut-être un peu plus précis sur le développement ou sur Vraiment. comment faire et répondre à des questions tout simplement. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai kiffé t'écouter parler et c'était vraiment hyper Bah, écoute, cultivant, hyper intéressant. Euh, j'ai aimé intervenir et j'espère que si des personnes se retrouvent un peu dans cette configuration-là, que ça pourra. Ce qui est important, je pense, et ce qui pourrait être pertinent, même dans les commentaires de la vidéo, parce qu'il y a forcément beaucoup de questions qui sont soulevées par des réponses. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu vas répondre à quelque chose qui va soulever d'autres questions. Il n'y a pas forcément toujours de réponse très claire et qu'on peut même donner dans le cas d'une vidéo de manière synthétique. Mais ça peut ouvrir à la discussion. Et encore une fois, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de par un sujet qui de base paraît assez simple, parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup, la force c'est très simple. On prend la force, ça peut être autre chose. Eh ben, c'est de réussir à construire quelque chose, construire une discussion pertinente sur un sujet qui au final n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser et qui peut ouvrir à des perspectives différentes. Et je pense que c'est en ça que justement, je reviens sur cet échange-là avec les athlètes, c'est en ça que chaque coaching va être différent et même en tant que coach, va t'apprendre beaucoup de choses. Pour rester un étudiant toute sa vie, vraiment, euh, tu vas apprendre des gens autant qu'ils vont apprendre de toi. Et c'est en ça qu'un coaching sera réussi. C'est que les deux vont en tirer des bénéfices qui seront différents. Euh, mais il ne faut pas se dire que quand tu es coach, tu es la science infuse et que voilà, tu es supérieur à ton athlète ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est une relation coach-athlète. Il va t'apporter des choses de par son passif, de par ses réponses, de par sa façon de fonctionner. Euh, et toi, en tant qu'athlète, tu vas ne faire qu'apprécier tout ça. Et je pense que quand c'est vraiment un métier qui est fait pour toi, c'est un processus que tu apprécies. Tu n'es pas, t'es pas dans une dynamique où tu as des certitudes. Tu vas toujours apprendre et c'est en apprenant que tu vas apprécier de plus en plus ton métier et avoir de plus en plus de questions et avoir envie d'y répondre. Et pour avoir envie d'y répondre et être capable d'y répondre, il va falloir que tu apprennes. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. mais c'est exactement ça et c'est excellent parce que je trouve qu'en fait, avec tu vois, j'avais préparé entre guillemets des questions. En fait, je Ouais, m'étais dit, bon, sur le sujet, je vais lui poser quelques questions comme ça, bah, il va pouvoir m'aiguiller, on va partir sur un sujet tout autre. Mais en fait, au final, ben, on a directement posé le cadre et donné des billes aux personnes qui peuvent écouter les vidéos. Et au final, c'est vraiment les bases. C'est fixer des objectifs, c'est ça. des axes d'amélioration, tester, explorer des pistes. Et en fait, ça, c'est des trucs que tu peux pas. Si tu n'essayes pas, tu n'auras pas tes réponses, en fait. T'auras pas Ça. tes- Il faut définir la base. Et une fois que tu l'as fait, là, tu peux digresser dans tous les sens. Ce sera plus ou moins pertinent, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est, euh, c'est justement après, une fois que tu as fait tout ça, c'est d'identifier vraiment ben, qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui est moins.
qu'est-ce que tu peux essayer. Et je pense que dans une discipline comme la force, encore une fois, même si ça paraît très simple, il y a beaucoup de choses à faire. Tout n'a pas été vu. Le contenu qu'on peut voir sur Internet, il est, selon forcément ce qu'on recherche, plus ou moins intéressant. Mais ça ne doit pas s'arrêter à j'ai vu quelque chose, donc c'est bon, je connais ça. Il faut se poser des questions. Faut pas prendre même des études scientifiques comme une certitude, parce que déjà, c'est pas une bonne façon de faire. Il faut toujours il faut, ça veut pas dire qu'il faut avancer dans le flou, mais ça veut dire que il faut toujours rester ouvert à des réponses qu'on n'attendrait pas. Voilà. C'est plutôt ça. Parce que c'est ce qui va arriver en fait tout au long de la carrière dans le coaching. Il va y avoir un jour un mec qui va arriver. euh, on aura peut-être des certitudes parce qu'on a déjà vu ce genre de profil. Voilà, c'est un deadlift spécialiste, il est fait comme ça, il va bien répondre à ce genre de choses. Et pas du tout. Pas du tout. Il va avoir une réponse totalement inattendue. Et là, il va Ouais. falloir être capable de s'adapter. Et comment est-ce qu'on s'adapte? Déjà en parlant avec lui, en dialoguant, en observant beaucoup. C'est bien hein, d'être proactif. Mais il ne faut pas être proactif pour rien. Il faut observer. Et grâce à ça, on va avoir une approche différente peut-être sur les futurs athlètes qu'on va avoir. Parce qu'on va moins être dans ce cas de ah ben c'est bon, c'est tel profil d'athlète. Et c'était beaucoup le cas, surtout quand on parlait du développé couché avant, juste d'un point de vue biomécanique. Oui, tu as des longs bras, des clavicules longues, tu vas voir le développé couché, c'est pas pour toi, tu peux pas être bon, tu vas te déchirer, tu vas des certitudes, tu vois. Au final, on se rend compte que même si ça arrive à certaines personnes, et c'est malheureux, tu vois, c'est comme ça, mais eh ben, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut généraliser. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de savoir pourquoi. Mais ça veut dire qu'il y a des athlètes qui arrivent à s'adapter et qui arrivent à être très forts malgré ces configurations-là. Est-ce que c'est dû à la masse musculaire? Est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont un entraînement particulier? Est-ce que même cet entraînement, il est corrélable, si je puis dire, répétable entre ces différents profils d'athlètes qui réussissent? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Donc ça veut dire que la certitude de base était peut-être un peu erronée et que ça méritait qu'on développe un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dégager de tendance, mais ça veut dire qu'il ne faut pas, encore une fois, être dans la certitude absolue. Et si on voit quelqu'un faire un mouvement qui biomécaniquement paraît, enfin ça paraît pas du tout adapté, peut-être que ça l'est pas, c'est possible. Mais lui mettre tout de suite des contraintes parce que ça paraît pas adapté selon notre point de vue, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Surtout si son objectif, c'est par exemple d'être fort au squat alors qu'il a des fémurs longs, tu vois. Peut-être qu'il y a quand même des athlètes avec des fémurs longs qui sont très forts au squat. Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais comment est-ce qu'ils sont devenus bons? Il y a peut-être un biais du survivant qui existe pour certains d'entre eux, c'est possible. Mais je pense que c'est pas la seule chose qui peut expliquer qu'un athlète avec des fémurs longs puisse être bon au squat. Il sera peut-être pas aussi favorisé dans son entraînement, il pourra peut-être pas tolérer autant de stress qu'un athlète qui a des meilleurs leviers, mais ça veut pas dire qu'il peut pas progresser. Et ça veut pas dire qu'il va forcément se faire super mal à un moment donné. Ouais. C'est des certitudes, je pense, qu'il ne faut pas avoir. Ouais, c'est là où bah, il faut revenir à la communication, à l'exploration. Enfin, de toute façon, tu l'as dit, hein, c'est une aventure longue qu'il Sur le faut long terme, c'est ça. comprendre et se questionner constamment, en fait. Exactement, je pense que c'est le plus important. Même si tu as entendu certaines choses, comme tu l'as dit, bah, il y a certaines choses qui ne s'appliquent pas de manière générale autant qu'on pourrait le penser, en fait. Et Disons que les informations comme ça permet d'avoir une structure de base. Mais il ne faut pas s'enfermer dans cette structure. Cette structure, tu vas pouvoir la programmer à un athlète. Je reprends l'exemple de cette personne avec des fémurs longs. Bah, tu as constaté que beaucoup de personnes avec des fémurs longs ont une tolérance au stress pour les mouvements de squat qui est pas très élevée. Tu vas peut-être commencer par là, parce que il y a 80, 90%, 95% des athlètes pour qui ça va fonctionner et pour qui tu auras une bonne réponse que tu vas pouvoir affiner petit à petit. Et en fait, tu te rends compte que tu as un athlète qui ne s'adapte pas parce que finalement, il n'a pas assez de stress au niveau de son pattern de squat. Et tu le comprends plus tard. Et en fait, tu te rends compte que peut-être que dès le départ, tu aurais pu aller un peu plus loin. Mais forcément, bah, tu peux pas le savoir. Mais qu'est-ce que ça va dire? Ça va te dire que, en fait, encore une fois, il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe.
parce que tu avais des certitudes, tu as programmé quelque chose en pensant bien faire, et c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer, encore une fois. Mais si tu es resté là-dedans trop longtemps, c'est probablement que tu n'as pas assez écouté ton athlète, et tu n'as pas assez écouté ses réponses. Alors que si peut-être que tu commences comme ça, et tu te rends compte vraiment qu'il y a une différenciation assez nette entre sa progression au squat, au bench, au développé couché, bah, tu regardes vraiment dans les détails, que ce soit les retours techniques, que ce soit les retours plus euh, subjectifs que te fait l'athlète, que ce soit par les évolutions sur les exercices accessoires, etc. Et en fait, tu te rends compte, ouais, peut-être que juste il manque de squat, voilà, et que tu peux pousser son stress plus haut. Et tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Bloc d'après, du coup, tu montes, tu montes. Et en fait, il progresse. Ok? En fait, il réagit bien. Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu as plus mal qu'avant? Est-ce que tu es plus raide? Est-ce que tu tolères ton deadlift? Il n'y a pas de problème. Ouais, ça se passe bien. Ok, en fait, tu tolères. Tu as une tolérance à ce stress qui est finalement plus élevée que ce que je pensais. Alors que visuellement, j'aurais pas cru, tu vois. Mais il y a tellement de paramètres en fait à prendre en compte qu'on ne peut pas juste se baser sur l'aspect biomécanique, par exemple. On ne peut pas que se baser là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il y a autant de débats entre est-ce qu'un dos rond c'est positif, est-ce qu'un dos rond c'est négatif au deadlift. Il n'y a pas de réponse oui ou non. Il y a des gens pour qui effectivement ça va être une contre-indication importante. Blessure à répétition, euh, débutant par exemple. Tu vas pas lui conseiller tout de suite de faire un deadlift avec une flexion, je vais y arriver, vertébrale, parce qu'en réalité, même si c'est juste une flexion thoracique, ça va se répercuter dans tous les cas au niveau lombaire, hein, même si ça ne se voit pas. Tu vas pas lui conseiller, forcément. Il apprend le mouvement. Un Mhm. athlète qui a beaucoup plus d'expérience là-dedans, il va falloir peut-être se demander quelle est la raison de pourquoi. Est-ce qu'il a un dos rond? Est-ce que c'est pour optimiser ses leviers? Est-ce que c'est parce que ses muscles spinaux sont trop faibles? Bon, si ces muscles spinaux sont trop faibles, peut-être que ça vaudrait le coup d'explorer le fait de lui intégrer un deadlift dos plat, mais comme exercice d'assistance, un SDE, et pas comme un remplacement total, par exemple. En se disant, voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il réagit bien? Est-ce qu'il s'y adapte? Est-ce qu'il arrive, à un moment donné, à matcher ses performances entre son deadlift un peu dos rond et son deadlift dos plat? Observez ce qui se passe. Si c'est à cause d'une faiblesse spinale, tu ne vas pas avoir les mêmes stratégies avec les exercices accessoires que tu vas lui programmer que si c'est juste une question d'optimisation de levier, parce que la barre est plus proche de ses hanches. Et ça, il faut regarder ce qui se passe. Tu peux pas le savoir tout de suite. Tu peux pas analyser son physique et dire ah non mais toi c'est bon, tu vas des livres de rond et puis tu vas des livres de rond parce que tes spinaux ils sont faibles. Je vais pas analyser musculairement la force de ses muscles spinaux. J'en sais rien en fait de s'il est fort ou pas. J'aurai des indices, mais pour avoir ces indices, il faut que j'observe. S'il fait ses rowing et qu'il n'est pas capable de garder son dos plat, peut-être qu'il a une petite faiblesse. Peut-être qu'il est très faible sur les extensions lombaires avec un déroulé, plus qu'en restant en dos plat, tu vois. Peut-être qu'il n'arrive pas, dès qu'il met de la charge, à garder une structure solide et qu'il perd en tension. Et pour ça, il faut que je regarde. Je ne vais pas le deviner en avance. C'est pas parce qu'à la base, il est un peu syphosé, ce qui est mon cas, par exemple, qu'il sera faible au niveau de ses spinaux. Ça ne veut rien dire. Il faut observer, il faut regarder ce qui se passe. Je pense que je fais un parallèle avec les personnes, par exemple, qui s'entraînent même sans forcément avoir, même pour de la remise en forme ou dans le but de se développer physiquement. En fait, ça demande quand même un certain investissement de leur part, parce que même si eux ont la possibilité seuls de venir se filmer, de se faire des propres retours, d'essayer, en fait, là, ouais, ce que tu viens de dire, c'est que ça demande un réel investissement et de pas laisser les choses au hasard, en fait. Et moi qui travaille par exemple en salle actuellement, bah, je me rends compte qu'en fait les gens ils ont plein de problèmes constamment parce qu'ils ont aucune bille, tu vois, ils ont pas assez de cordes à leur arc pour comprendre ce qui se passe mal ou non en fait. C'est pour ça qu'un accompagnement, c'est utile. C'est pas. En fait, on est là avec des clés que certaines personnes n'ont pas, enfin la majorité des personnes n'ont pas, et on leur propose, grâce à ces clés, de les aider à résoudre un problème. Euh, on n'a pas forcément toutes les solutions d'un coup, et personne en fait ne les a d'un coup. On peut proposer des choses, on peut proposer des axes d'amélioration. Euh, parfois ça va fonctionner, parfois ça va moins fonctionner.
de par les connaissances qu'on peut avoir en général, on aura quand même des tendances qui vont fonctionner chez un certain nombre de personnes. Mais encore une fois, ben, chez d'autres, non. Donc il va falloir creuser. De par les connaissances qu'on a, on va pouvoir utiliser des outils et faire gagner du temps, en fait. En fait, on fait gagner du temps aux gens. Ils pourraient trouver potentiellement les informations en faisant des formations, en regardant des vidéos pertinentes, en lisant des livres. Ils pourraient trouver les informations tout seuls. Mais comme toi et moi, on pourrait justement ne pas faire appel à, je sais pas, un mécano en se renseignant, en essayant de désosser des voitures, etc. Mais on perdrait du temps, on perdrait de l'argent, et puis peut-être ça ne nous intéresse pas en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est en fait, disons que c'est toujours intéressant quand le coaché s'intéresse à ce qu'on lui prescrit, mais on va peut-être pas lui demander non plus de s'y intéresser autant que nous, on s'y intéresse. C'est pas son rôle. Ouais. S'il a envie de le faire, c'est avec grand plaisir que moi j'explique des protocoles, c'est avec grand plaisir. Je le fais et surtout, il faut être capable de le faire en tant que coach. Tu peux pas donner quelque chose à quelqu'un sans savoir pourquoi. Par contre, si tu ne te le demandes pas, tu n'as pas, je pense, hein, à l'abreuver de connaissances alors que lui, ça l'intéresse pas. Il y a des gens, ils vont être plus dans l'exécution, avec des petites questions de temps en temps, et c'est largement suffisant. Et il y a des gens, ils vont être hyper proactifs, ils vont être là, ouais, moi je suis intéressé de savoir pourquoi ça fonctionne, et si, et ça, pourquoi est-ce que ce niveau de stress, pourquoi est-ce que ce pivot il dure tant de temps, pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi. Et toi, tu peux lui répondre. Voilà. Et tu dois lui répondre, je pense, sans forcément que ça devienne tout le temps une justification de. C'est pas un interrogatoire non plus, attention, hein, mais je pense que c'est du partage après aussi. Et il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés. Tout comme bah, pour la mécanique, bah, si on s'y intéressait juste d'un point de vue purement concret, peut-être que si on demandait une information à un mécano par rapport à un truc, on aurait envie qu'il nous donne une réponse plus ou moins synthétique, ce que je ne fais pas depuis le début de cette vidéo d'ailleurs, hein, mais euh, plus que bah, une réponse où il va te dire, OK, la voiture, elle a été inventée par... Voilà, et qui refassent tout l'historique et qui disent voilà, qu'il y a eu tel... C'est hyper intéressant, mais il faut s'y intéresser. Et tous les adhérents ne s'intéressent pas à leur pratique. Il y a beaucoup de gens qui viennent en salle de sport, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire et qui le font parce que ça leur fait du bien. Voilà, ils ne savent pas pourquoi, mais ça leur fait du bien. Et c'est pas moins louable que quelqu'un qui s'intéresse à la discipline. Ouais. C'est comme ça. Ok. Bah écoute, génial. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses à approfondir. Enfin, de toute façon, en soi, là, Si, bah, pour tous ceux qui regarderont la vidéo, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est génial. Euh, Mais non, sinon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter comme conclusion. Je sais pas si tu as l'habitude de le faire à chaque fois ou pas, mais là, enfin, là, c'est la première fois que je fais ce format-là. Mais ouais, bah voilà. Du coup, en vrai, c'est c'est pas trop bien de pouvoir compliqué. le faire avec toi. Je trouve que c'est même un peu symbolique pour moi, tu vois. Donc, c'est cool. C'est avec plaisir, en tout cas. Si ça Et a ouais, pu. de toute façon, moi, je mettrai ton Instagram, enfin, ton Instagram, ton TikTok, même si tu veux, Ouais, dans la section commentaires. Voilà. Euh, et puis, de toute façon, on va partager ça. En tout cas, c'est trop cool parce que c'est vraiment, je trouve que ça fait un bon préambule. Et ça ouvre les portes à plein de sujets, plein de choses, plein de points d'amélioration et de contexte en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est depuis tout à l'heure, c'est juste à expliquer qu'il fallait un contexte. c'est ça. C'est C'est primordial, vraiment. C'est contextualiser les choses, c'est toujours quelque chose qui sera pertinent. On peut pas se planter en faisant ça. On peut se planter dans la réalisation, mais on sera toujours plus précis que si on n'avait pas posé un contexte, posé un objectif. Et, euh, et voilà. Mais oui, tu as mis les mots sur quelque chose de très important. bon, parfait. Bah écoute, je vais stopper l'enregistrement et puis de toute façon, je pense ça va quand même continuer de tourner, donc on pourra discuter un petit peu sur. Et ben voilà. Merci à toi et Parfait. puis c'était une bonne expérience. Bah, merci à toi surtout, ouais. Merci à toi. Allez, ciao tout le monde. Est-ce que je peux Salut. enregistrer? Enregistrement.